Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Valérie Orsoni, biohacker et experte en longévité. C'est la deuxième fois que nous conversons ensemble. Lors du précédent épisode, je l'avais questionnée sur l'importance de bouger tous les jours, d'abord pour la santé, mais aussi pour être canon. Cette fois, nous parlons de ce qu'est le biohacking et de ce que Valérie fait au quotidien pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, grimper au sommet, prochaine ascension prévue en octobre prochain, ignorer la douleur et le concept de vieillissement, optimiser ses capacités corporelles et faire mentir son âge chronologique, bien sûr. Micro. Bonjour Valérie Orsoni, je suis ravie d'enregistrer ce nouvel entretien avec toi. Cette fois, je vais t'interviewer sur ton approche de la longévité. Alors, tu appartiens à la génération NOLD, Never Old, jamais vieux en français, donc les 45-65 qui ne se sentent pas vieillir. Mais toi, non seulement tu ne veux pas vieillir, mais surtout tu veux vivre longtemps et en bonne santé, c'est ça ? Eh bien, tout à fait, et c'est un mot que je n'emploie jamais, le mot vieillir. Oui. Parce que sinon on se l'attribue, on l'accepte, il devient une partie de nous, donc je n'emploie pas ce mot. D'accord. Pas que je le refuse, simplement il n'est pas là. D'accord. À quel moment ce désir de longévité s'est imposé à toi ? Parce que j'imagine que tu n'y pensais pas à 20 ou 30 ans. Si, j'ai commencé à 30 ans. Ça ne s'appelait pas encore biohacking. Mais ça, après tout, les gens appellent ça comme ils veulent. Mais oui. À 30 ans, j'ai commencé à 28 ans précisément. 28 ans, j'ai commencé à prendre des actions pour, pas forcément longévité ou autre, mais pour ne pas prendre des médicaments toute ma vie. Parce que j'étais née avec des conditions basées notamment sur une inflammation très forte. Et donc c'était, les blouses blanches me disaient en gros, il n'y a pas de solution à part prendre des anti-inflammatoires, des médicaments, voilà, c'est comme ça. Et c'est quand j'ai eu 28 ans que je me suis dit non mais c'est pas possible, il doit y avoir des solutions, et que je me suis intéressée, et là ça va faire rire tout le monde, mais à la vitamine C, à l'époque on n'en prenait quasiment pas, c'était vraiment les balbutiements, et moi j'avais lu des études, notamment de Harvard Medical School, comme quoi c'était un anti-inflammatoire. Et donc j'ai décidé d'en prendre 1 gramme. Ce qui fait sourire aujourd'hui, pas tout le monde, mais enfin quand même. À l'époque, on me disait, mais tu vas t'abîmer les reins, le foie, la rate, enfin bref, j'allais mourir. Et donc j'ai commencé là. Mais déjà à 30 ans, j'ai fait autre chose à 30 ans. J'ai commencé à faire des exercices pour les yeux pour ne jamais porter de lunettes. Ok. Donc j'ai commencé à 30 ans, parce que je me suis dit, j'en veux pas. Mais sinon, à 16 ans, j'ai aussi refusé de boire de l'alcool. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Donc en fait, ça n'a jamais été le concept longévité, immortalisme. C'était plus... pas conscient, je pense, c'était intuitif. J'ai pas mis de mots dessus. Maintenant, j'en mets un parce qu'au niveau des réseaux, des médias, il faut avoir un mot sur ce qu'on fait. Bien sûr. Mais j'ai jamais mis de mots. C'était juste, je veux faire le maximum qui me paraisse naturel, pas forcément trop difficile, pour être en pleine forme le plus longtemps possible. Mais effectivement, le mot biohacking n'est né qu'environ 5-6 ans après que j'ai vraiment commencé. Ouais. Alors, tu es créatrice du bootcamp et de la marque Lily Warrior, amatrice d'expédition au sommet. Je crois que tu en as gravi une vingtaine de 44. plus de 4000 mètres. Ah, 44. Oh là, j'ai pas J'en ai révisé fait mes 44 de plus de 4000 mètres, mais j'en ai fait 20 en 9 jours. D'accord. C'est un record. Et le pôle sud à ski. J'ai skié jusqu'au pôle sud. Et donc, tu es désormais biohacker. Enfin, tu me dis depuis longtemps, mais tu es biohacker, mais en tout cas affiché. Ouais. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens auxquels qui ne savent pas trop ce que ça représente. C'est très intéressant. En France, le mot biohacking est utilisé n'importe comment. Je suis passée dans une librairie et il y avait des livres, le biohacking, la santé par le biohacking, ne pas vieillir. Et je regarde les conseils, mais c'est absolument pas du biohacking, c'est de l'épigénétique. Et c'est pas la même chose. Alors, quelles sont les différences ? Oui. L'épigénétique, c'est comment modifier l'expression de nos gènes, d'accord ? Notamment, pratiquement que par le lifestyle, le style de vie, la nutrition, le fitness, la méditation, gestion du stress, les relations sociales. Ça, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, ça fait partie du biohacking. Le biohacking, c'est quoi ? C'est repousser les limites du corps et du mental. D'accord ? Donc, pour y arriver, on fait déjà de l'épigénétique. Oui, c'est la base quand même. Exactement, c'est la base. Mais après, on va greffer par-dessus des modalités qui peuvent impacter l'expression des gènes, mais qui, à l'origine, dans le concept même de l'épigénétique, n'en font pas partie, comme le caisson hyperbare, les rayons rouges, la lumière rouge, les peptides, etc. Donc, c'est vraiment pas... C'est différent, mais c'est complémentaire. Oui. Mais parce que l'épigénétique, c'est ce qui explique qu'il y ait les centenaires dans les zones bleues. Donc, c'est leur mode de vie qui fait, leur lien social et tout ça, leur rapport à la nature qui fait qu'ils ont vécu très, très longtemps. On pourrait se contenter de ça, mais toi, non.
Non, pourquoi se limiter? Mais ils sont centenaires, c'est déjà pas mal, non? Oui, mais alors, il y a une chose qui est très importante. Il y a très peu de ces centenaires. Alors, il y en a qui étaient en très bonne forme, mais qui sont en pleine forme. C'est-à-dire, il y en a qui sont jusqu'à 120 ans, mais enfin, ils ne bougent pas trop de leur canapé. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où tu as des gens comme mon père de 85 ans, qui fait 200 squats par jour, j'arrive pas à le suivre des fois, qui nage 4 km par jour, il n'est pas sur son canapé en bonne santé. Il est hyper actif. Ouais. Maman, qui a 79 ans bientôt, elle a une variabilité de la fréquence cardiaque qui est 3 fois supérieure à la mienne. Elle a une variabilité de quelqu'un de 25 ans. C'est ça pour moi le biohacking. Tu les as mis au biohacking? Ah oui, ils sont à fond dans le biohacking les deux. Pas de la même façon, mais ils m'écoutent. D'accord. Donc, dans un premier temps, il faut repérer les points faibles de l'organisme avant qu'ils deviennent des facteurs de maladie, c'est ça? Et Alors oui et non. Tu vois, ça c'est une approche, entre guillemets, que je n'aime pas. d'accord. Pourquoi? C'est l'approche médicale très franco-française, et je ne te critique pas, mais, Non, mais on moi, attend d'avoir un problème pour le régler. Non, je te disais que le biohacking, il s'agit Oui. d'intervenir avant. Donc Alors oui, voilà, comme tu dis, c'est ça que je voulais identifier. dire. C'est-à-dire que même sans identifier, tu te dis, je vais faire plein de choses pour être en pleine forme. Et D'accord. après, effectivement, là tu vas dire, j'analyse plein de trucs et là je cherche les zones faibles. Mais souvent en France, c'est très franco-français, enfin non, sud, c'est-à-dire Italie, France, Espagne, c'est souvent, on attend de voir qu'il y a un problème dans une prise de sang ou même une maladie déclarée pour agir. Et pour moi, le biohacking, c'est, j'ai pas de problème, mais je veux pas en avoir. D'accord. Donc même si tout va bien, je vais faire des choses pour aller encore mieux. Oui, mais il faut quand même que tu mesures. Toi, tu dis. Mais je mesure tout le temps. Voilà. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu mesures? Est-ce qu'il y a des mesures quotidiennes? Je crois qu'il y a des mesures quotidiennes, mensuelles, Ouais. annuelles, en gros. Alors Je sais mesure que beaucoup de choses. Oui, ça va Parce être une que liste. En anglais, tu sais, je dis tout le temps test, don't guess. Oui. Tester, ne devinez pas. J'ai tellement de personnes qui me disent alors moi je prends de la créatine, du collagène, de la vitamine C, de la curcumine. Je dis mais pourquoi vous les prenez? Je dis pas que c'est mal, mais pourquoi? Oui. Ils savent pas trop. Ils ont entendu un influenceur le dire, un médecin sur Instagram ou peut-être chez eux le dire, mais ils savent pas. Et en fait moi ce que je dis c'est il faut connaître ces chiffres et deux, connaître ce qu'on met dans son corps. Alors moi ce que je mesure tous les jours là sur moi, bon, les auditrices et auditeurs ne voient pas, mais j'ai une bague Oura, qui est une bague qui donne du biofeedback, qui analyse plein de biomarqueurs. C'est la seule que je recommande en bague connectée. Elle mesure plein de choses, y compris quelque chose de dingue, la vitesse à laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins. T'aimes bien les chiffres, du coup. Ah, mais j'aime les chiffres parce que grâce à cette bague, j'ai multiplié par 3 mon sommeil profond en 2 ans. D'accord. J'ai compris ce qui faisait que je croyais me contenter de 5 heures de sommeil et je fonctionnais, mais en fait pas du tout. Il me manquait du sommeil profond. Et grâce à ça, j'ai compris. Et je porte aussi quelque chose qui s'appelle une Whoop. Donc ça, au quotidien, ça va me donner tout ce qui va être même la température de la peau. Ça me prévient si je vais peut-être tomber malade. Donc en avance. D'ailleurs, les équipes olympiques américaines utilisent la Oura pour savoir si leurs athlètes ont des pré-symptômes pour pouvoir tout de suite agir. Mais elle bip ou? Elle bip pas, mais le matin, tu as un truc qui te dit, alors attention, ta température corporelle est élevé de plus 0,4 degrés, donc ça signifie un début de quelque chose. Ton cœur au repos pendant la nuit est un petit peu élevé, ta respiration était un petit peu plus intense et ta variabilité cardiaque était faible. Tout ça réuni, c'est il y a quelque chose qui se passe. Donc ça te donne des informations. Donc ça, c'est au quotidien. Après, toutes les semaines, avec cette Whoop, on peut mesurer pas mal de santé cardiaque, de faire des exercices. Moi, je mesure ma tension, mais j'ai 9,8 depuis toujours, donc c'est pas un problème. Mais de temps en temps, je vérifie. Ce qui est très amusant, c'est qu'aux États-Unis, on me dit que c'est génial, et qu'en France, on me dit « Mais vous faites de l'hypotension ?» Ah oui. Mais pas du tout, je suis en pleine forme. Donc on ne touche pas ce qui ne marche bien, ce qui n'est pas cassé. Et je mesure ma vitesse de sédimentation à la maison. Oui. J'ai une machine qui mesure ça à la maison et qui me donne mon taux d'inflammation. Oui. Et après, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend des voyages, j'ai une liste d'environ 50 marqueurs, des panels lipidiques, des panels inflammatoires et tout que je suis. D'accord. Et après, je fais un DEXA-scan tous les 3 mois, ou tous les mois si je suis chez moi, pour mesurer la graisse viscérale, la densité osseuse, la densité musculaire et grasse. Et c'est très important le DEXA-scan. Je ne suis pas du tout payée par la marque, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, quand on fait une densitométrie, on fait ça n'importe comment. On fait ça qu'à un endroit ou 2 endroits du corps, souvent les hanches, peut-être des fois les chevilles et tout. Alors qu'un DEXA-scan mesure la densité osseuse sur tout le corps. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est... Alors, tous les 3 mois, il peut y avoir des variabilités énormes. Sur la graisse viscérale, par exemple, ça se voit même en 1 mois, mais en 3 mois, on voit très bien une évolution. Et toi, avec tout ce que tu fais, tu ne dois pas avoir de variation, ou en tout cas... Par exemple, j'avais 90 grammes de graisse viscérale, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais je voulais l'amener au minimum. Pourquoi? Parce que la graisse sous-cutanée qui fait qu'on est dodu, c'est pas grave.
au niveau santé. Enfin, c'est pas dramatique. Mais la graisse viscérale, elle est liée à une quantité, à un taux 50 ou 60% des cancers féminins. On sait que si on a trop de graisse viscérale, donc de graisse entre les viscères, on la voit pas à l'œil nu. Oui, bien sûr. Il y a des personnes relativement minces visuellement. Oui, bien sûr, on sait que c'est pas lié au poids du tout. Beaucoup de graisse viscérale, et d'autres qui sont plutôt dodus, qui n'en ont pas tant que ça. Donc ce qui compte, c'est vraiment de savoir. Et moi, je voulais descendre en dessous de 80 grammes, et j'ai réussi à passer à 77 grammes. Donc voilà. Oui, c'est ça, parce que donc après, c'est en fonction des mesures que tu as récupérées que tu vas adapter notamment ta supplémentation, puisque tu prends des dizaines. Alors je crois que au sommet de l'hypersanté, je crois que tu as évoqué le chiffre de 100, et moi ça m'a paru faramineux. Je suis montée à 120, et là oui, je suis redescendue à 100 suppléments par jour. Alors ça fait beaucoup rire, mais j'ai une petite anecdote. Il y a un mois de ça, j'étais à Los Angeles à une conférence de biohacking, c'est la plus grosse de la côte ouest, et puis je donnais une conférence, et j'y ai retrouvé un ami qui est l'humain qui vieillit le plus doucement au monde. Son nom c'est Dave Pascoe. Il a 64 ans et ses biomarqueurs le placent à 38-40 ans. C'est fantastique, quasiment divisé par 2. Et on dîne, et moi je sors des petites pochettes, parce que je fais plein de petites pochettes à l'avance, donc j'ai une petite pochette, on va dire, de 12 suppléments pour le dîner. D'accord. Ce qui peut paraître énorme pour quelqu'un qui n'en prend pas, mais lui, il sort un petit ziploc, un petit sac en plastique d'assez gros, il le pose sur la table, ça fait... Mais il y avait genre, je sais pas, une centaine de pilules de toutes les couleurs là-dedans. Je dis, mais qu'est-ce que c'est toute ta journée? Il me dit, non, c'est pour le soir. Je dis, mais Dave, comment tu fais? Mais c'est vrai que lui, il en prend 5 ou 6 ou 10 d'un coup, je sais pas comment il fait. Donc voilà. Waouh. Et donc, oui, parce que tu écris que la supplémentation, finalement, c'est pour avoir une vie optimale. Parce que, en fait, tu peux avoir une nutrition équilibrée, voilà, chercher le mot, et tu auras une vie normale, ça c'est toi qui le dis, et si tu as une nutrition supplémentée, tu as une vie optimale. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur du service nutrition du Royal Albert College of London. Donc, je lui ai volé cette phrase que je trouve fantastique, et il affirme, et il a raison d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la pauvreté de nos sols, etc., les aliments ne sont pas aussi riches qu'avant. Mais même s'ils l'étaient, on aurait une belle vie normale. Si on veut pousser les limites un peu plus loin, il faut se supplémenter, point barre. Il n'y a pas de porte de sortie. Personne, même en mangeant... Et en plus, ça veut dire quoi, manger bien? Avec mon dernier livre, j'explique quand même le scandale des 50 dernières années. Si manger bien, c'est de manger un petit porridge d'avoine bio, ramasser une nuit de pleine lune le matin, de se faire un smoothie au kale l'après-midi, et surtout pas trop manger de viande rouge, ça c'est mal mangé. Pas au sens que je l'entends, c'est vraiment pas bien. Et ça, c'est pas bon pour la longévité. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange. Oui, mais alors donc ton programme quotidien, tu viens nous l'évoquer, qu'est-ce que ça t'a permis de corriger? Alors avant de dire ça, je voudrais dire que il ne faut pas que les gens qui écoutent se disent « Oh là là, mais c'est l'horreur, elle est obsédée par ça, ça lui prend du temps, c'est stressant. » Non, parce que j'ai apporté chaque point petit à petit, et donc je n'ai pas d'un coup tout fait. Oui. Donc pour moi, c'est pas stressant, c'est naturel. J'allais te poser la question de la contrainte. Donc il y a zéro contrainte parce que j'ai l'habitude et j'ai pris ça fait 28 ans que j'en fais du biohacking. Donc j'ai ajouté mes choses au fur et à mesure. Ça peut paraître énorme pour quelqu'un qui l'entend, mais il faut y aller progressivement et ne jamais culpabiliser. Hier, j'ai oublié de prendre tous mes suppléments, c'est pas la fin du monde. Donc faut pas, voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai amélioré? Mais plein de choses, notamment déjà le sommeil. Maintenant, je dormais toute ma vie vers 5h30 par nuit. J'étais très fière. C'était un point de fierté. Puis tout le monde me disait, mais comment elle fait? En fait, je tirais sur la corde sans le savoir. Grâce à la Oura, par exemple, et puis il y a une supplémentation spécifique sommeil. Tu vois, je prends du GABA, des choses comme ça qui vont m'aider, du magnésium L-threonate, qui m'aide à vraiment réduire l'activité nerveuse, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Je dors beaucoup mieux. J'ai triplé, voire des fois quadruplé mon sommeil profond. En 2 ans de travail sur moi-même. Il y a un résultat. J'ai amélioré ma variabilité de la fréquence cardiaque. Je suis très loin de maman, mais alors vraiment très très loin, j'ai vraiment une très mauvaise variabilité. Tu peux expliquer d'ailleurs, parce que les gens, je ne suis pas sûre qu'ils sachent la variabilité, c'est-à-dire l'adaptation de ton rythme cardiaque selon tes activités, c'est ça? Alors la VFC en français, en anglais on dit HRV, on voit souvent ça, HRV. C'est très intéressant. C'est l'activité cardiaque qu'il y a entre chaque battement de cœur. En fait, les gens pensent qu'on fait boum, rien, boum. Mais pendant le boum, rien, boum, en fait, dans le rien, il se passe des choses. Le cœur a une microactivité. Et ça s'appelle la variabilité. C'est-à-dire, plus cette microactivité est importante, donc plus le chiffre est élevé, mieux c'est. D'accord. Maman, elle pensait qu'elle avait tellement un mauvais chiffre, tellement c'est élevé, elle n'osait pas me le dire. Plus il est faible, plus on est vieux, entre guillemets. Moi, j'ai un chiffre qui est mauvais, donc je travaille là-dessus. J'ai progressé, mais bon. Plus il est élevé... Par exemple, ça montre déjà que ton système parasympathique, donc au niveau nerveux, est calme, ton corps se répare pendant la nuit, parce que ça se mesure notamment la nuit. Tu as vraiment un sommeil hyper réparateur et tu gères ton stress de main de maître. D'accord. Et ça veut dire aussi, imagine, tu es dans la rue, quelqu'un te pousse, tu vas avoir un réflexe très très rapide. Tu ne vas pas tomber. Ou tu perds l'équilibre,
tu auras un réflexe de folie, soit tu tomberas bien, soit tu tombes, tu te rattrapes. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un chiffre très important, c'est un des marqueurs de longévité. J'aime pas dire c'est parce que alors ça je trouve ça pénible. Non, il y a plusieurs marqueurs qui sont importants, il n'y en a pas qu'un qui est meilleur que les autres. Selon donc des recherches scientifiques et des études. Bien sûr, oui, ça c'est jamais sorti du chapeau. Moi, tout ce que je te dis, il y a des études derrière. Donc toi, tu es ton propre cobaye ou tu travailles en lien avec un laboratoire de recherche à qui tu communiques tous tes chiffres Les deux. Il y a des choses que je fais sur moi-même. Là, en ce moment, je teste des trucs. Des choses que je connais tellement bien que j'ai même pas besoin d'aller voir un laboratoire. Mais je voulais dire pour travailler, parce que ça peut, avec des scientifiques qui travaillent sur la longévité. Moi, je suis des cours à Stanford University pour être chercheur en longévité. Donc déjà, j'ai accès à beaucoup de recherches et j'apprends énormément avec eux. Mais après, non, je travaille plutôt en solo. J'ai un groupe privé sur Telegram de gros cerveaux dans le monde du biohacking, de la longévité. Et on échange entre nous une quantité de choses dingues. Les dernières recherches qui ont été échangées aujourd'hui et hier, c'est assez énorme. Un des peptides utilisés pour lutter contre l'obésité, c'est pas du tout l'Ozempic, déjà je vous arrête tout de suite, mais aurait montré une réduction des tumeurs cancéreuses de 70% sur des personnes en stade 4. Donc c'est énorme. Et moi, ma première question, ça a été qui a financé cette étude ? Parce que en fait, très souvent, on a des études qui vont dans tous les sens, mais c'est souvent financé par des intérêts derrière. Donc il faut toujours creuser et avoir l'esprit critique. Mais je pose des questions permanentes, je travaille avec certains laboratoires et autres. Donc c'est prometteur. Il y a énormément de choses qui sont très prometteuses, mais rien ne remplacera jamais un style de vie sain. Oui. J'insiste beaucoup, les gens me disent mais quel supplément je devrais prendre ? Et je leur dis toujours, mais d'abord, travaille sur ton sommeil, bouge-toi, mange bien, gère ton stress, après on verra. Oui, donc l'épigénétique, en fait, c'est d'abord quand même... la base. C'est ce qu'on a dit, c'est la base. Oui, c'est la base, mais du coup, en fait, il y a plein de gens, ils pourraient se contenter de faire de l'épigénétique, ce serait déjà oui. assez... Enfin, une fois que tu t'engages à faire du bien, si par-dessus tu rajoutes quelques suppléments anti-inflammatoires, etc., ou qui améliorent la gestion du stress, pourquoi pas ? Mais il faut qu'il y ait un engagement. Si tu es la personne qui ne fait rien, qui va manger son burger frites, qui ne fait pas vraiment de sport, ou qui se limite au yoga pilates, et on sait que ça ne suffit pas, et qui me dit, tiens, moi je vais prendre ça pour... Non, d'abord, tu remets tout à plat. Mais alors, toi, tu rappelles dans tes newsletters que ton programme, il est personnel, il est expérimental et monitoré. Toi, tu n'écris pas pour que les gens se mettent à prendre les mêmes suppléments que toi. Alors, j'écris pour qu'ils se mettent à regarder leur propre santé et leur niveau de vie, pour que peut-être ils en prennent, mais avec toutes les parenthèses que je mets autour, il faut analyser, il faut connaître. Alors, non, il ne faut pas aller voir son médecin de quartier, la majeure partie d'entre eux n'y connaissent rien. Mais ce qu'il faut simplement, c'est faire des recherches et avoir un esprit critique. Il ne faut jamais copier-coller le protocole de quelqu'un. Oui. Et c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps dans une présentation que j'ai faite. Je disais, ce que j'ai fait pour moi, c'est génial pour moi, mais ça ne marchera peut-être pas pour vous. Ou peut-être que oui, ou peut-être que c'est dangereux pour vous. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, parce que quand même, tu dis... alors, on ne va pas forcément... parce qu'on est quand même dans un podcast généraliste qui n'est pas de biohacker averti, mais dans tes newsletters, parfois, tu parles d'un ingrédient et tu dis, voilà, cet ingrédient, il est génial, mais ça dépend du dosage. Et même s'il est génial pour traiter l'inflammation chronique, il a aussi des effets secondaires qui peuvent être néfastes. Donc, en fait, et tu l'écris aussi, c'est qu'en essayant d'améliorer un système, parfois on peut bousculer un autre système. Enfin, c'est vraiment très complexe le corps humain. Donc on n'est jamais sûr, toi tu n'es jamais sûr que tu fais bien, même si, alors bon, comme tu analyses beaucoup de choses, mais tu es obligé à chaque fois de corriger, mais la médecine modifier. Devrait faire ça. Aujourd'hui, les personnes qui prennent des statines se bousillent la santé, mais on leur a jamais dit qu'elles se bousillent la santé, qu'elles perdraient de muscles. Les personnes qui prennent des IPP se bousillent la santé, on leur a pas vraiment dit. Dans tout ce qu'on prend, le paracétamol qui est si mauvais pour nous, mais on le distribue comme des bonbons, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Donc c'est hyper mauvais. Quelqu'un qui prend du paracétamol... mais c'est toujours court quand tu prends un médicament, alors que toi... non, il y a des gens qui ont souvent mal au crâne ou un petit peu mal au dos qui vont prendre du paracétamol tous les jours. Et puis je dis, je suis sympa avec le paracétamol. Les IPP, il y en a qui prennent ça depuis 15 ans. J'ai fait une vidéo sur Instagram, des gens qui m'ont dit, ça fait 10 ans que j'en prends. Et on ne leur a pas dit les effets secondaires graves. Donc quand on vient me dire, ah oui, mais attention en vitamines et tout, je dis, attends, mais regarde tous ces médicaments qu'on donne. Donc déjà... Bien sûr, non mais toi tu tacles souvent la médecine conventionnelle, mais les médecins c'est vrai qu'ils sont formés pour soigner, dépister les maladies, soigner et médicamenter. Ils ne sont pas formés pour qu'on rajeunisse, ou en tout cas qu'on ait un corps et une santé de Moi, je vais plus loin 40 ans à 60 ans. Mais quand on donne des médicaments aujourd'hui, j'ai eu l'exemple hier avec une personne qui m'est très proche, qui m'a montré son ordonnance. Il y avait 14 médicaments sur ce truc. Donc 4 pour la même condition. C'est bizarre quand même.
C'est un médecin qui a fait ça. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai un outil de médecine d'intelligence artificielle qui a été créé par mon groupe très avancé. Je mets cette ordonnance dedans et il y a 3 drapeaux rouges. Attention, mais les 4 en même temps, c'est hyper dangereux. Et il a des drôles de symptômes avec des vertiges. On lui a dit, oh. Et bien en fait, il y a des associations de médicaments qui sont dangereuses. Je ne lui ai pas dit d'arrêter. Je lui ai dit, tu changes de médecin et j'en ai trouvé un qui était un peu plus en avance. Mais il faut faire attention. C'est pas parce que quelque chose n'est pas sur ordonnance, déjà, 1, que c'est pas dangereux. 2, c'est pas parce que c'est sur ordonnance que ça a été bien. Et c'est pareil pour les suppléments. Que ça soit de la vitamine C ou que ça soit, comme moi, certains trucs que je prends pour l'inflammation. Il faut tout regarder. Bien sûr, c'est ce que tu dis aussi, c'est-à-dire qu'une supplémentation, elle peut être performante, apporter des bienfaits, et parfois, selon le dosage, selon le terrain de la personne, le métabolisme en ce moment et tout un tas de trucs. Les pathologies, les médicaments, tout, il y a tout qui joue, il faut tout regarder. Voilà, donc c'est ça qui te prend un temps fou. Alors un temps fou, j'ai une passion pour ça, mais je vais donner un exemple. Je suis née avec plein de maladies. Mais vraiment beaucoup. Celles pour lesquelles je prenais des anti-inflammatoires à vie, etc. Et je n'en ai plus une seule aujourd'hui, d'accord ? On a découvert, grâce à l'intelligence artificielle, sinon on n'aurait pas pu, aucun cerveau humain n'aurait pu le trouver. On a passé 2 jours entiers avec mon groupe de chercheurs à analyser tous mes résultats sanguins ou médicaux depuis aussi longtemps que j'ai pu les retrouver. On a mis ça dans notre outil d'intelligence artificielle qui a craché déjà des résultats, on a reposé des questions, on a creusé 2 jours de recherche. C'est pas juste ChatGPT, qu'est-ce que j'ai ? C'était quand même beaucoup plus puissant. Et là, on trouve que j'ai une suractivation d'un truc un peu abracadabrant, très dur à prononcer, mais de la voie inflasoma, je crois qu'on dit en français, NLPR3. C'est un truc très précis. Pour couper ce signal de l'inflammation qui est erroné au niveau de mon corps depuis que je suis née, il suffit de prendre un tout petit médicament qu'on donne, je crois, en France pour la goutte ou je sais pas quoi, mais qui agit là-dessus. Sauf que, effectivement, c'est comme tout médicament en supplément, ce truc-là, si tu en prends et que tu fais partie du 1 ou 10%, machin, ça peut abîmer ton pancréas. Donc, quand j'ai dit on teste et on fait machin, tous les 3 mois, j'ai testé la santé de mon pancréas. D'accord. Quand j'ai vu que ça impactait un petit peu, j'ai dit, oh là là, on va diviser la dose en 2. Mais il faut toujours retoucher. C'est de la recherche c'est expérimental. Et maintenant, je n'ai plus, grâce à ça, c'est fou, j'ai plus aucune de ces conditions. Mais ça t'arrive d'avoir peur, de te dire, oh là là, peut-être que j'ai pris cette molécule-là au mauvais dosage, ou peut-être que... Non. En fait, tu as des traitements qu'aucun n'est prouvé complètement scientifiquement. Si. Donc, tout ce que je prends aujourd'hui est prouvé, mais pas forcément accepté par les instances médicales qui sont très souvent, il ne faut pas faire la théorie du complot, mais quand même, très souvent contrôlées par les grands pharma. Il ne faut pas oublier que quand on parle des peptides qui sont très dangereux, le premier peptide utilisé en médecine date de 1937, c'était l'insuline. Donc déjà, quand on dit tous les peptides, il faut faire attention. Il y en a 38 qui sont déjà autorisés sur le marché. Et quand on me dit que les peptides que j'injecte ne marchent pas, ils sont quand même inscrits par l'agence du dopage comme pouvant tellement réduire certains problèmes qu'il ne faut pas les prendre. C'est du doping. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit critique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu es très branché peptides. Tu peux un peu expliquer pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, les peptides, c'est simple. C'est une association d'acides aminés. L'acide aminé, c'est les petites briques de base de notre corps. Donc, c'est une association d'acides aminés. On met plein d'acides aminés ensemble. De 2 à 49, on a des peptides. Si on arrive à 50, qu'est-ce qu'on a ? Des protéines. Ah oui, c'est un chiffre arbitraire. Je ne sais pas qui a défini ce chiffre. Donc, plusieurs acides aminés, ça nous donne des peptides. Plusieurs peptides, ça donne des protéines. En gros, pour faire simple. Les peptides, il y en a des dizaines de milliers dans le corps. Ils participent à plein de fonctions. Il y en a qui signalent des informations dans le corps. Il y en a qui entraînent des réparations du corps. Ça dépend. L'Ozempic, dont tout le monde parle, c'est un peptide. Et c'est assez amusant parce qu'avant que ça soit vendu comme drogue miraculeuse, machin, et je la déconseille fortement, elle était utilisée en microdosing par les biohackers. Parce que 20 à 50 fois la dose, plus petit que la dose, c'est un anti-inflammatoire très puissant. Okay. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à connaître. Mais moi, j'injecte des peptides depuis 2005. Ça fait plus de 20 ans. Donc tous les jours, tu t'injectes ? Non, ça dépend. Il y en a que c'est tous les mois. Il y en a un qui s'appelle... Le grand professeur en peptides, c'était un professeur russe qui s'appelait le professeur Kavinson. Pour ceux qui cherchent, K-H-A-V-I-N-S-O-N. Donc ces études n'ont pas été publiées ni en France ni aux États-Unis, mais elles sont très sérieuses. C'est pour ça que souvent, on dit non, il n'y a pas d'études. Mais si, notamment le BPC 157, qui est un peptide qui répare tout ce qui est cartilage. Les études, elles ont été faites en Croatie par un professeur dans les années 87-88. Il n'avait pas l'argent pour faire des grandes études. Donc ça n'a pas été... Mais on a des études. Alors toi, tu évoques le stress, comme ça c'est très très inflammatoire, le stress. Exactement. Mais c'est pas stressant de tout mesurer, de tout compter. Alors tu as dit que comme tu l'avais fait depuis longtemps, que tu ajoutais des strates au fur et à mesure, mais toi ça n'impacte pas ton stress de devoir toujours contrôler Tu vois, j'emploie pas le mot devoir. Je ne dois pas contrôler. Je regarde mes chiffres comme je me brosse les dents.
D'accord. Ça ne te stresse pas de te brosser les dents, c'est une habitude. Tu pourrais dire, après tout, je gaspille 6 ou 9 minutes par jour. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie, c'est mon approche santé, je regarde les chiffres. Mais si je ne les regarde pas, ça ne me stresse pas non plus. Enfin, je veux dire, il faut arriver à se détacher. Il y a des personnes, tu as raison, qui, dès qu'elles se lèvent, regardent le score de sommeil. Et je leur dis tout le temps, mais le score n'est pas important, tu t'en fous. Si tu te réveilles et que tu es en pleine forme, et si ta bague te dit que tu as mal dormi, tu ignores, tu te sens en pleine forme, tu vas pas te sentir mal. Mais en même temps, quand on se contrôle le sommeil, c'est compliqué de pas tenir compte de, par exemple, de ce que m'a dit ma montre connectée sur le sommeil ou ta bague, ou tu vois. C'est ça, quand on mesure tout, parfois, finalement, non, je dis ça parce que moi j'ai une amie qui a une montre connectée en ce moment et elle disait, oui, les choses s'affichent au fur et à mesure et du coup, tu es toujours en train de regarder. Mais je suis contre les montres connectées. Comme tu peux le voir, je n'ai rien, je n'ai pas de montre. Moi, je n'ai que des choses sans écran. D'accord. Et je ne regarde que quand je le souhaite sur mon téléphone, c'est moi qui décide. D'accord. Je n'ai aucune alerte, je ne porte pas d'AirPods non plus, c'est très mauvais. Donc je n'ai rien sur mon corps qui génère du champ électromagnétique déjà, et je ne veux surtout pas d'alerte. Ceci dit, tu as raison, mais quelles que soient les alertes de mail, de texte, de quelqu'un a liké votre photo sur Instagram, tout ça c'est hyper stressant. Donc moi je n'en ai pas. Ok. Donc tu regardes tes chiffres comme ça quand j'ai envie. Quand tu as envie. Ouais. Ok. Et alors, pour en revenir aux analyses, c'est vrai qu'on en fait, passer un certain âge, notamment en France, dans les pays occidentaux, mais ce sont des analyses pour ne pas tomber malade, pas pour optimiser sa santé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les analyses qu'on fait habituellement, c'est pas ça qui fait qu'on va optimiser sa santé et se sentir en pleine forme. Alors, non seulement tu as raison, mais en plus, il ne faut pas oublier, et je reviens sur les statines, c'est un chiffre qu'on regarde souvent, le cholestérol, on n'attend pas d'avoir 50 ans, on le regarde très tôt. Il ne faut pas oublier que les statines ont été validées par l'Agence américaine du médicament, la FDA, en 1984. Et jusqu'en 1984, tiens, c'est le titre d'un livre aussi, jusqu'en 1984, on nous autorisait un taux de cholestérol, mais très élevé. Oui. 2,80, 2,60. Et dès qu'on a sorti des statines, comme par miracle, ce chiffre a descendu de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, de 1,80. Donc les analyses, il faut voir aussi, quand on les fait, sur quelle base on se base. C'est-à-dire que si on vous dit t'en as trop ou pas assez, est-ce que j'en ai trop ou pas assez par rapport à l'industrie du médicament qui aimerait bien que tout le monde prenne des statines ou pas. Donc il faut faire son travail. Et là, il y a une étude énorme qui est sortie au Japon sur 60 000 Japonais. Donc ça, c'est une belle étude. On leur a dit, comme on nous dit à tous, moins tu as de cholestérol, mieux c'est. Ce qui est très faux. Donc ils ont passé à 160, 1,6. 85% d'augmentation de mortalité cardiovasculaire. Les chiffres sont là. Il faut du cholestérol. Je ne dis pas qu'il en faille non plus 4. Oui, après, il y a différents types de cholestérol. Oui, mais même le fameux mauvais, qu'on appelle mauvais, en fait, si on n'en a pas, on meurt. Donc, oui, il y a des il en faut, mais même... taux. Mais j'ai appris qu'il y avait 2 types de, entre guillemets, mauvais. Il y a les petites molécules et les grosses molécules. Il y en a une qui est mauvaise et l'autre qui ne l'est pas. Donc ça, c'est pareil, ça, on ne l'apprend pas. On te balance des chiffres, on te dit, madame, ça ne va pas, ou monsieur. Alors qu'il faut se poser des questions. Moi, j'ai par exemple un cholestérol, officiellement, je devrais prendre des statines, j'ai 2,4, je refuse, c'est le chiffre que je veux. Voilà. D'accord. C'est pour ça que tu as écrit ton livre au titre provocateur. Oui. Mangez mal, vous vivrez mieux, c'est ça ? Mangez mal et vivez mieux. Donc là, je l'ai écrit pour montrer que ce qu'on nous fait manger depuis les années 70-80, c'est vraiment piloté par l'agroalimentaire, les grands céréaliers américains et autres, et qu'en fait, non, les matières grasses saturées ne sont pas mauvaises pour le système cardiovasculaire. Ça a été une étude pilotée dans les années 80 qui nous a fait croire ça. C'est la plus mauvaise étude de la planète. Je la décortique dans le bouquin. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas encore reçu. Je te l'ai envoyé. Mais je décortique une étude qui s'appelle l'étude de Ansel Keys, qui a étudié 22 pays. Alors ça, c'est énorme. Il fait une étude sur 22 pays pour prouver que les graisses saturées entraînent un problème cardiovasculaire. Okay. Sur 15 pays, il n'y a aucune relation. Il est embêté parce qu'il est quand même financé pour prouver qu'il y a un problème. Il n'y en a que 7 pays sur 22 où il y a un problème. Alors il choisit de ne prendre que ces 7 pays pour sortir son étude. D'accord. Ça devrait être illégal, sortir un truc. Tu fais ça au bac, t'es viré. Ton bac, tu rates ton bac. Et il a sorti cette étude qui a fait, date, qui a fait vraiment la base de tout. Et en même temps que lui, un super chercheur qui s'appelait Yudkin sort une étude qui s'appelait Blanc, doux et mortel, qui était sur le sucre et qui montre qu'en fait tous nos problèmes métaboliques qui commencent, c'est tout ce qui vient du sucre, les pâtes, le pain, même complet, même ramasser une nuit de pleine lune, c'est dangereux pour nous, point barre. Ce type a été étouffé par les médias, personne ne le connaît. Et donc moi j'ai voulu ressortir le sucre, on sait que... Non, dans les années 80, c'était les céréales, 90 c'est les céréales, encore aujourd'hui c'est les céréales, le pain complet, le seigle, le machin qui vient je sais pas où. C'est encore ancré dans l'esprit que la viande rouge est mauvaise, le beurre est mauvais, en revanche ta petite céréale complète c'est bien. Oui, donc lui il a été étouffé.
Donc j'ai écrit ce livre pour redonner... Et alors du coup, toi, tu manges varié ou tu manges pas de céréales, jamais de céréales, pas de de céréales. sucre, jamais Non. de... Je mange pas ces choses-là. Alors quand on me dit tu sais pas t'amuser, genre écoutez, moi m'amuser c'est avoir l'énergie de faire une montagne sans être fatigué, c'est pas forcément de me goinfrer d'un gâteau et de boire de l'alcool le soir. Il faut trouver sa source d'amusement. Bien sûr. Non, mais alors je mange jusqu'à il y a 2 ans, je mangeais pas de viande rouge. J'aimais pas ça du tout. Je pense que j'ai vu ce lavage de cerveau, c'est mauvais, machin. Quand j'ai découvert tout ça, je me suis mise à manger plus de protéines, parce que déjà, on n'en mange pas assez. Donc, je suis à 1,2 g par kilo de poids de corps. Et je mange tous les jours, je sais pas, un steak haché, de la viande, du poisson, des œufs, 4 œufs tous les matins si j'ai un petit-déj. J'ai redonné ce blason à des produits qu'on a diabolisés, quoi. Et mes marqueurs sont superbes. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que finalement, on passe d'une diabolisation à l'autre. Alors, mais le sucre, il devrait toujours être diabolisé. C'est pas quelque chose de naturel, le sucre. Si tu regardes la population mondiale depuis l'humanité, on n'en mangeait pas. Donc, quand on dit on diabolise un truc ou pas, oui, ce qui est nouveau, tous les aliments ultra transformés, je les diabolise, ils sont mauvais. Le plastique, je le diabolise, c'est pas normal. Et le sucre, je le diabolise aussi. Mais voilà. Maintenant, si tu manges une fois de temps en temps une glace ou un machin, tu ne vas pas mourir non plus, il ne faut pas dramatiser. Alors à un moment, je crois que tu notes, mais que tout n'est pas réversible. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer, peut-être, c'est ça, même avec le biohacking. Je me rappelle pas avoir écrit ça. Ah bon. Tu essayes de me piéger. Non, pas du tout, non, je rigole. Alors non, justement, au contraire, moi, j'aime bien donner de l'espoir. J'aime bien dire aux gens, quoi qu'on vous dise, si on vous dit que c'est irréversible, stop d'abord, allez vérifier 3-4 fois que c'est vrai, et puis après, faites vos devoirs, ayez un esprit critique, faites de la recherche. Attention, n'allez pas non plus en Amazonie faire du poison, de quoi ça s'appelle, le venin de crapauds, parce que j'entends des fois, faites pas n'importe quoi, mais il y a plein de parce choses. Que quand même, t'encourages un peu à te dédouaner complètement de la médecine conventionnelle, non? Ah non, je suis pas du tout contre la médecine. Non, parce que ça peut être dangereux, tu vois. Ça peut donner aussi. Je suis contre la médecine conventionnelle à l'ancienne. Non, on est d'accord. Je suis contre les charlatans, les gens qui vendent de la médecine ridicule. Je suis contre la médecine conventionnelle parce qu'aujourd'hui en France et ailleurs, on te donne des médicaments avant de te dire. 70% des gens à qui on donne des prazoles, comme je les appelle, les oméprazole, n'ont pas un problème de trop d'acide gastrique, ils en ont pas assez. Mais on leur donne quelque chose qui est en fait crée un problème. Je veux dire, ça, c'est pas besoin d'être médecin. Quelqu'un qui nous entend, qui n'est pas d'accord, allez sur Google, vous cherchez, vous trouverez les études. Donc, c'est de mettre en doute que parfois la parole de la blouse blanche n'est pas forcément correcte. Maintenant, moi, j'ai une grande confiance dans la médecine pour les problèmes graves à soigner, à opérer, etc. J'ai une grande confiance. C'est plus par rapport à tu reproches qu'il n'y ait pas la prévention qui soit comprise dans. Alors pour moi, j'adore la médecine chinoise parce que tu payes ton médecin, que quand ça va bien, puis tu ne payes pas quand ça va mal. Je trouve qu'on fait pas assez de prévention, on n'en fait quasiment pas ou quand c'est trop tard. Et je trouve qu'on donne des médicaments trop facilement. J'ai rien contre un médicament, mais je trouve que c'est trop facile. Non, mais c'est bien que tu le redises parce qu'après on peut se dire c'est parce que c'est pas simple non plus. Tout le monde va pas faire des recherches comme toi toute la journée. J'aimerais qu'on retrouve un esprit critique. Les études, tu vois. Mais j'aimerais qu'on retrouve un esprit critique. Les gens passent. Écoute, je prends un peu dépassé parfois. Si t'arrive quelque chose sur le plan de la santé, c'est compliqué de se dire oh là je vais pas croire. Alors déjà, t'as quand même plutôt envie d'aller croire ton médecin si t'es en relation de confiance, parce que sinon c'est compliqué. T'es complètement perdu dans la nature. Mais je pense qu'il faut pas en avoir qu'un. Je veux dire, un médecin n'est pas un dieu, donc on peut très bien en avoir plusieurs. Mais moi j'ai vu depuis que je suis en France, à Paris, je prends le métro. 99% des personnes sont déconnectées du monde avec leurs trucs dans les oreilles, la tête sur le téléphone, à regarder TikTok ou Instagram. Ça te donne du temps pour faire des recherches. Si au lieu d'être abruti par ça, tu vas sur Google Scholar, qui est la partie gratuite de Google avec toutes les études médicales, tu apprends des trucs. C'est un choix aussi. Soit on est abruti et zombie en mode zombie, soit voilà, c'est un choix. Bien sûr. On est dans Injonction et Bistouri. Est-ce que le biohacking, ça évite de recourir au bistouri, ou est-ce que finalement la médecine et la chirurgie esthétique, tout ce qui est apparence extérieure, ça fait partie, ça a sa place quand on fait du biohacking, ou finalement non? Pas vraiment. Il y a des personnes qui font du biohacking mais qui ne veulent absolument pas toucher leur apparence, que ça soit même avec juste des lasers ou même de bistouri. À titre personnel, je n'ai jamais fait de bistouri. Même si sur les réseaux sociaux, on me dit que j'ai une fausse poitrine. Non, c'est bien, mais ça, c'est pas parce que je suis contre et je ne juge pas les gens qui font. C'est juste que, j'en ai pas eu le besoin jusqu'à maintenant. Et j'avoue avoir peur. J'ai très très peur que ça rate, que je me ressemble plus, voilà. Donc c'est pas une question de jugement pour les autres, c'est moi qui me dis oula, je suis pas prête. En revanche, je fais du botox depuis que j'ai 25 ans, j'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça depuis très longtemps.
Au niveau du visage, tu as fait du Botox et d'autres... Non, je fais que du Botox. Je fais chez moi. Alors, à la maison, j'ai un appareil de... Comment ça s'appelle ? Je fais bien sûr de la lumière rouge, bon, ça, comme beaucoup de gens. Je fais aussi du courant galvanique tous les 2 jours. Enfin, quand j'y pense, des fois, j'oublie. Et du... comment ça s'appelle ? De la radiofréquence. D'accord. J'alterne des trucs comme ça, ouais. Alors, pour en revenir à ceux et celles qui, comme moi, ne projettent pas de devenir biohacker, mais désirent ne pas vieillir trop vite et plutôt en bonne santé, enfin surtout en bonne santé, pour résumer, qu'est-ce qu'on surveille et puis est-ce qu'il y a des choses à faire tous les jours ? Tu as évoqué la cohérence cardiaque, est-ce qu'il y a des petites choses à faire tous les jours qui peuvent déjà aider ? Alors, tu sais, quand tu dis qu'ils ne pensent pas devenir biohacker, à partir du moment où tu vas faire quelque chose pour améliorer ton bien-être et allonger ta vie en sens de santé, c'est du biohacking. Oui. Tu hacks ta génétique, d'accord ? Après, il y a toutes les couleurs, hein, les 50 nuances de gris en biohacking. Moi, j'ai des amis qui font des trucs que je me dis, mais c'est pas possible, comment ils font ça ? Et il y a des gens qui regardent ce que je fais et qui se disent, mais comment elle fait pour faire ça ? Donc, et moi, je regarde d'autres personnes en disant, pourquoi ils font pas plus ? Donc, on a tous des niveaux. Maintenant, se réveiller, aller se mettre à la fenêtre, regarder la lumière naturelle sur le visage, 5 minutes, ça coûte rien, c'est facile, ça peut rapporter gros au niveau du rythme circadien. Ça, c'est un petit biohack du matin qui rétablit le rythme circadien. Porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue le soir à partir de 19h30 pour améliorer la production naturelle de mélatonine, pareil, ça coûte 39 € sur Amazon, tu as tes petites lunettes jaunes. Les porter surtout pas la journée. Je vois beaucoup de biohackers faire ça. Non, ça, c'est une erreur. Marcher. Par exemple, je suis venue au studio, là, à pied, depuis le métro. Enfin, j'ai fait déjà 5000 pas juste pour venir jusqu'à chez toi. Donc, c'est un choix. Oui. J'aurais pu prendre un Uber, etc. C'était pas plus long. J'ai regardé les deux. J'ai dit, tiens, métro plus à pied, c'est la même durée. Bon, je vais faire métro plus à pied. C'est un choix. C'est le mouvement. Ça va être aussi de jeûner un peu plus souvent, mais pas forcément. J'ai fait un truc de 72 heures, mais 16-18 heures régulièrement, ça aide beaucoup. Ne pas se forcer à faire des jeûnes trop longs non plus, c'est très très fatigant pour beaucoup de gens. Ça va être de se coucher tôt, d'arrêter de regarder la télé le soir, c'est très mauvais pour la qualité du sommeil. Donc ça, c'est plein de petits conseils gratuits, faciles à faire. Et après, on se sent mieux, et après, on a envie d'aller plus loin. Et tu organises parfois des retraites et tu avais proposé un atelier de chant de polyphonie corse. Et donc le chant aussi, ça peut être quelque chose qui est bien. Oui, alors le chant, ça aide à améliorer le tonus vagal, le nerf vague. Alors le chant ou le gargarisme. Comme je chante très faux, moi je fais des gargarismes. Parce que voilà, je suis sourde à 50%, je suis née comme ça. Oui. Donc le chant pour moi c'est un peu une catastrophe. Enfin pour ceux qui écoutent, pour moi j'aime bien chanter quand je suis seule. Mais sinon effectivement le chant, le gargarisme, ce sont 2 activités qui aident énormément à calmer le système nerveux, à améliorer la résilience nerveuse à tout ce qui nous arrive et qui améliore notamment, on revient au sujet du début, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a différents outils, mais toi, tu n'étais pas spécialement pour tout ce qui est les mondes connectés, on l'a évoqué tout à l'heure. Parce que les outils, c'est ça aussi qui fait qu'on est complètement focalisé sur des chiffres et que finalement, l'idée, c'est pas d'avoir des bons chiffres. Toi, c'est pas ton idée d'avoir des bons chiffres, des bonnes analyses, c'est de te sentir bien. Alors oui, et souvent, se sentir bien, ça va avec les bons chiffres. Mais il y a des moments, j'ai un exemple très concret. Ce qu'on appelle la VO2 max, c'est la capacité. Alors on te dit tout le temps, c'est l'indicateur longévité phare. Non, il y en a plein d'autres, mais c'en est un très important. Oui, donc ça, par exemple, il faut la contrôler à quel rythme ? Enfin, toi, tu le fais toi-même avec certains outils, on te la calcule automatiquement, mais moi, je la fais 1 fois par an officiellement. Là, à Berlin, il y a une super clinique où je vais passer une journée, on fait plein d'analyses, on la fait 1 fois officiellement. Mais avec ces outils comme ça, comme la Whoop ou la Oura, on peut avoir une idée. C'est assez correct d'ailleurs. Et moi, j'ai pas la meilleure de la planète, d'accord ? En revanche, on n'arrive pas à expliquer comment, avec une capacité cardiovasculaire pas si bonne que ça, j'arrive à monter à 6500 mètres sans être essoufflé, en mettant la moitié du temps de la moyenne des gens. Les gens mettaient 7 heures pour aller de 5800 mètres à 6400. Moi, j'ai mis 3 heures sans être essoufflé. Et on a découvert pourquoi. Comme quoi, les chiffres, il faut savoir les analyser. En fait, on a vu que j'avais des poumons qui étaient hyper grands pour ma taille. Ah oui. Donc, il n'y a pas forcément le même besoin de... comme ça, parce que quand je fais une inspiration, j'ai plus d'air. Okay. Donc, c'est pour ça quand je dis aux gens, quand vous avez un chiffre, ne vous arrêtez jamais au chiffre. Regardez s'il n'y a pas autre chose derrière qui fait qu'il n'est pas génial, mais vous êtes en pleine forme. Ou au contraire, il est très bon, mais peut-être qu'il est faussé. Par exemple, si on prend des bêta-bloquants, on va avoir une variabilité cardiaque qui va être très bonne artificiellement. Donc, il faut connaître. Et c'est vrai qu'on peut me dire, mais c'est beaucoup de savoir, j'ai pas tout ça. Déjà, vous pouvez lire ma newsletter sur biohacker.fr. Mais sinon, après, on a envie d'apprendre. Plus normalement, on est curieux, plus on sait, plus on a envie d'apprendre. Mais on a un marqueur essentiel, c'est est-ce qu'on se sent en forme ou pas ? Oui, est-ce qu'on se sent en forme ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se sentent en forme et qui font une crise cardiaque. Oui. Donc, se sentir en forme, c'est sympa. Non, mais je veux dire, c'est bien.
Mais c'est bien de savoir si est-ce que je me sens vraiment en forme, est-ce que tout derrière va bien. Des fois, on ne voit pas les symptômes. Donc, c'est bien aussi de mesurer. Oui. Bah, de toute façon, je ne vais pas te faire dire le contraire. Non, mais ne pas se mesurer, pour moi, c'est une erreur. Voilà. Je trouve que ne pas se mesurer aujourd'hui en se disant je me sens bien, on verra bien. Ça c'est la méthode très européenne où j'attends d'être pas bien pour soigner. Alors que si tu mesures, c'est la prévention, justement. Oui, bien sûr. Mais alors après, c'est vrai que tout ça coûte cher, c'est un budget, toutes les analyses, les examens et tout ça. Alors déjà, moi, je ne bois pas d'alcool. Moi, les gens qui me disent ça, souvent, c'est les gens qui, du mercredi au samedi, se font des apérols spritz. Tu calcules le budget sur l'année. J'adore. Oui, c'est vrai. Hein. Ou qui ont des abonnements à Netflix et tout. Moi, je ne regarde jamais la télé. Tu regardes sur une année, avec ça, tu peux t'acheter les suppléments, la Oura, et t'acheter peut-être même un truc infrarouge pour chez toi. Donc, c'est vraiment une question de choix souvent. On ne trouve les moyens pour s'acheter un Thermomix qui coûte je ne sais pas combien. J'ai vu le prix de cette machine absolument soi-disant miraculeuse, mais qui coûte très cher. Donc si on trouve 1000, je ne sais pas combien, 1500, c'est horriblement cher. Tu les trouves pour la santé. Après, c'est un choix. En France, en plus, un médecin sympa qui te fait une ordonnance préventive, en général, c'est gratuit pour 90% des tests. Donc tu vas voir ton médecin, tu dis, moi j'aimerais bien être sûr que tout va bien, ce qu'on peut faire. C'est gratuit. Donc il y a plein de choses gratuites aussi. Tu vois, donc tu n'es pas obligé d'aller faire des tests qui coûtent très cher non plus. Oui, parce que toi, on ne l'a pas évoqué, mais il y a plein d'horloges qui permettent de calculer justement et qui sont utilisées par les biohackers. Donc là, tu faisais dans une newsletter récente référence à une... la Bortz. Voilà, qui en plus était moins coûteuse que les autres. Mais là, c'est quand tu deviens très expérimenté. Oui, honnêtement, je rigole avec ces horloges. J'écris dessus, mais je ne les prends pas très au sérieux. Ah, ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont, encore une fois, les hommes. Je ne suis pas une grande féministe devant l'éternel, mais il faut savoir jusqu'en 1996, quasiment toutes les études médicales étaient faites sur des hommes d'environ 40-50 ans. Il n'y avait jamais de femmes là-dedans. Eh bien, ces horloges ou ces grandes compétitions de longévité dans le monde, c'est toujours basé sur des chiffres qui sont bons pour les hommes. Ah, ok. Donc on va dire, il faut avoir entre temps et temps de ça, entre temps et temps de ça, mais en tant que femme, si j'ai ça, je ne suis pas en bonne santé. Ce qui fait que dans ces compétitions de calcul chronobiologique, en tant que nana, tu peux jamais gagner quasiment, sinon ou alors tu es vraiment un être très rare. Et donc, je les regarde avec une pincée de sel, comme on dit en anglais. Je les regarde en me disant, tiens, c'est rigolo à faire. Et puis, quand je fais une conférence, c'est sympa de dire, regardez, mon âge biologique, il est là et là. Mais voilà, j'ai mesuré l'âge biologique de ma peau, par exemple, pour vérifier que ce que je faisais m'aidait à l'améliorer. Mais pas forcément pour dire, regardez, j'ai moins de temps. Tu vois, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ta peau et quel est ton âge biologique et celui de ta peau, si tu veux nous les donner? J'aime pas donner un âge biologique unique parce qu'on a tellement de fonctions différentes. Par exemple, tu vois, j'ai l'âge biologique de mon squelette qui est fantastique, que je mélange plusieurs âges. D'accord, ok. Mais la peau, c'est intéressant. Quand j'ai commencé à la mesurer, elle avait 1 an de plus que mon âge chronologique. Et maintenant, donc là, je vais avoir 56 ans la semaine prochaine, chronologiquement. Ma peau, elle a 15 ans de moins biologiquement. C'est-à-dire, quand on la mesure, c'est pas moi, il y a des machines et tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Déjà, écran total tout le temps. Alors, j'ai des amis biohackers qui sont contre les écrans totaux, qui disent que c'est hyper dangereux, que c'est des perturbateurs endocriniens. Si vous croyez ce message, mettez des écrans minéraux. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Mais écran. Sauf 1 à 2 heures par jour où je veux vraiment que le soleil touche ma peau directement. Mais sinon, voilà. Jamais d'eau sur le visage, sauf si je nage, je plonge, je fais un soin. Et puis vraiment... Alors moi, je mets du cholestérol sur le visage. Ah oui. Je me fais faire une crème avec du cholestérol sur mesure. Mais on peut en trouver maintenant. Je fais aussi la lumière rouge tous les jours. Et puis tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, on n'a pas un âge biologique par rapport à son âge chronologique. Les gens qui disent j'ai moins 15 ans parce qu'ils ont pris l'horloge de Bortz ou ils ont pris ce qu'on appelle le pace du Dunedin, enfin tous ces trucs différents. Mais tu l'avais dit, je crois, au sommet d'Hypersanté, ton âge biologique. Oui, alors si on prend le Dunedin Pace, qui a été créé en Nouvelle-Zélande, dans un service qui s'appelait Dunedin, très peu de gens le savent ça. En fait, tu calcules à 1. S'il y a 1, quand tu vieillis d'1 an chronologique, si ton numéro pace est de 1, tu as vieilli biologiquement d'1 an, normal. L'objectif, c'est d'arriver le plus bas possible. Quand j'ai commencé à me mesurer, j'étais à 0,89. Donc, pour chaque année chronologique, je vieillissais de 0,89 biologique. Je suis descendue à 0,80, à 0,75, et là, je suis à 0,72. J'aimerais bien descendre plus bas que ça. Mais cette Whoop que je porte, ce petit outil-là, lui calcule un truc intéressant. Il calcule la vitesse de vieillissement par semaine. C'est-à-dire, est-ce que cette semaine, tu as tout bien fait ? Et ça te permet de savoir ce qui, chez toi, est impactant. Donc, la semaine dernière, j'étais à 0. C'est-à-dire que j'ai stabilisé tout. Potentiel. Alors, ça ne rend pas immortel, mais ça te dit que si tu fais tant de fitness à tel niveau cardiovasculaire, que tu as bien dormi, etc.,
tu arrives vraiment à ralentir. Donc ça, moi, je regarde plus ce genre de chiffres, en fait. Mais sinon, le squelette, j'étais très épatée. Moi qui suis née avec de l'arthrose juvénile, tu vois, si mes petits doigts sont tout tordus, j'ai plus d'arthrose déjà. Et mon squelette, techniquement, il a 26 ans. Ah oui. Donc ça fait très plaisir. Si tu veux, pour quelqu'un qui, jusqu'à ses 50 ans, ne pouvait pas faire une planche ou une pompe tellement il avait mal au poignet, toi, le biohacking, ça m'a enlevé tout ça. Mais tu fais beaucoup d'exercices physiques chaque jour. Oui, mais tout le monde devrait. On est des animaux, il faut bouger. Oui, ouais. Ça, je t'avais beaucoup interviewé là-dessus, mais tu fais combien d'heures par jour? Tu vois, je compte pas, mais là, je suis venue à pied. En tout, le premier, peut-être 10 minutes, plus 20, ça fait déjà 30 minutes. Je vais refaire, sans m'en rendre compte, je fais déjà au moins 2-3 heures de marche d'un endroit à un autre quand je suis à Paris. Aux États-Unis, à San Francisco, je fais tout en vélo. Donc je fais pareil, tous mes rendez-vous, je ne vais pas en Uber, j'y vais en vélo. Des fois, j'arrive un peu échevelée, mais bon, voilà, c'est le prix à payer. Tout ça, puis après, alors, par exemple, ce matin, 20 minutes. Oui, il faut faire par semaine. Aujourd'hui, on le sait, le muscle, c'est le meilleur supplément longévité. Si on doit prendre un supplément par jour, c'est de faire de la muscu. D'accord. Je fais en moyenne, sur une semaine, je vais jusqu'à 2 heures par semaine de muscu. En plusieurs fois. Toi, ce matin, j'ai fait 30 minutes. Avec des poids, parce que tu es à l'hôtel, donc je voyage pas avec des poids, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de salle de gym où je suis. Non, mais parfois dans les hôtels, ils en fournissent. Non, mais je suis pas dans un hôtel, en fait, je suis dans un Airbnb. Non, en fait, j'ai emmené une bande élastique très longue, une très courte, et des petites poignées pour faire des calisthenics, voilà. Donc je fais ça tout le temps. Je suis mes propres programmes de bootcamp.fit, et tous les jours, je fais au moins 5 minutes d'abdos. Toi, je les trouve, les 5 minutes. Donc voilà, ça, il faut vraiment faire, il n'y a pas d'excuse. Et donc, dans ce qui te rend heureuse, finalement, c'est la façon aussi de te projeter, de te dire je vais vieillir encore, je vais vivre longtemps. Est-ce que tu as un chiffre qui te fait rêver ou est-ce que c'est vraiment... Non, je n'ai aucun chiffre. J'aime pas en fait me projeter, donc je suis vraiment dans l'instant présent. Non, moi ce qui me rend heureuse, c'est l'absence de douleur. D'accord. J'ai tellement d'amis qui me disent j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Moi j'ai pas mal. Okay. Et pour moi la réussite du biohacking, c'est ça, c'est l'absence de douleur. Oui, je comprends mieux. C'est pas juste dire j'ai moins, j'étais là. Ça, tu es obligé de le dire parce que ça fait les gens t'écoutent, ils sont là, ils regardent les chiffres. Mais je le dis souvent, c'est l'espoir. J'aime donner l'espoir aux gens par le savoir et le pouvoir, et tout ça, ça rime. Espoir, savoir, pouvoir. Mais c'est aussi ne pas avoir mal. Combien de personnes se lèvent le matin? Oh là là, j'ai mal, c'est normal, c'est l'âge. Non. Oui, toi, la réponse c'est normal, c'est l'âge, ça te hérisse. Ah, ça me hérisse. Alors, je n'ai plus, j'ai fait épilation définitive, je n'en ai plus, mais si j'avais des poils, ils seraient redressés. Parce que tu as l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas admettre. Non, alors... Après, il y a des gens qui s'en moquent et qui veulent bien vieillir. Il y a très peu de gens qui se moquent de la douleur. Oui, la douleur. Après, ils vont se prendre 2 paracétamol et ils vont se bousiller un peu plus. Tu vois, je veux dire, le truc, c'est la douleur n'est pas normale. Alors après, on va me dire, oui, mais moi, j'ai un cas spécial. Il y aura toujours des cas spéciaux. Là, je parle en grande ligne, bien évidemment. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Valérie? Oui, bougez-vous. On se bouge et on dort mieux. D'accord. Et ma dernière question, qui est traditionnelle, c'est, tu aimerais, alors pour toi, je vais la transformer, je vais dire, tu aimerais ne pas vieillir comment ou comme qui? D'habitude, je demande si tu aimerais vieillir comment, mais toi, tu ne veux pas, de toute façon. C'est pas que je veux pas vieillir de manière hargneuse ou quoi que ce soit. Simplement, je ne considère pas le concept même du vieillissement. Oui, c'est même pas dans mon esprit. En fait, j'aimerais juste être comme je suis maintenant et ne plus bouger. D'accord. Je m'aime maintenant, même physiquement, mentalement, énergétiquement, je m'aime. Donc, je veux rester comme ça. Merci beaucoup Valérie d'avoir partagé avec nous ta passion et ton expérience du biohacking. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. Vous aussi, vous avez décidé de rester jeune le plus longtemps possible? Contactez-moi sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Votre commentaire ou toute autre remarque ou question sont également attendus, bien sûr. Vous êtes satisfaite ou au contraire mécontente d'une intervention esthétique et vous souhaitez témoigner? Vous savez où me joindre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.